Bienvenue à Voix Directe, le balado qui vous fait découvrir des parcours inspirants d'entrepreneurs d'ici. Dans ces balados, on vous invite à les découvrir pour apprendre à connaître celles et ceux qui transforment le visage de Vaudreuil-Soulanges pour le mieux. Bonjour, bienvenue à Voix Directe. Bonjour Antoine. Ça me fait plaisir d'être là. Bien, j'espère Antoine. Puis on pourrait passer l'entrevue, Antoine, sur beaucoup de choses, sur ta qualité de chef, mais tu es aussi un musicien hors pair. Avant d'entrer dans la cuisine, j'aurais le goût d'aller dans le salon pour parler juste un peu de ta passion de musique, parce que j'imagine que ça t'anime encore, la musique, ça fait partie de ta vie, veux pas. Écoute, Patrick, c'est assez complexe, ma personnalité, parce que je t'avouerai que c'est pas tant la musique que la créativité qui a toujours guidé mon parcours. Parce que tu n'es pas le premier qui me pose cette question-là, surtout quand j'ai transféré vers la cuisine. Mais j'ai aussi un gros parcours de photographe aussi. J'ai fait aussi de la création mécanique. Donc, pour moi, ce qui m'a toujours allumé vraiment depuis vraiment ma jeune adolescence, c'est la créativité. Tu sais, j'ai été élevé dans une famille de créateurs. Ma mère est conceptrice au costume en cinéma. Mon père, Gilbert Sicotte, est comédien. Donc, pour moi, ça aurait été difficile, je crois, de finir dans un bureau de comptable. J'avais comme pas ça dans les cartes. Donc, j'ai toujours été inspiré et stimulé par la création. Après ça, je dirais que le médium comme tel, pour moi, reste presque secondaire, dans le sens que une fois que je maîtrise les éléments techniques de ce médium-là, je peux, après ça, m'exprimer là-dedans. Donc, pour moi, c'est sûr que en tant que jeune adolescent, je dirais que la musique, ça a été ce premier élément-là, déclencheur, qui m'a permis à être créatif. Et comme j'étais, disons, pas un très joli canard, jeune adolescent, ça me semblait une bonne façon de charmer les demoiselles aussi. C'est ça la motivation première, charmer les demoiselles? Je pense que oui, c'était un combiné de devenir tombeur de ces dames et aussi de me trouver un but dans la vie. Donc, la musique a été vraiment un élément important pour moi, et la danse aussi. J'ai été à mes heures bon danseur aussi. Et donc, c'est ça qui m'a gardé vraiment dans cette ligne créatrice-là pendant longtemps. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours eu la bouffe on the side parce que, comme beaucoup de créateurs, que ce soit comédiens, acteurs, sculpteurs, il faut quand même payer les billes, on s'entend. Et le métier de restauration a toujours été un bon métier complémentaire aux créateurs, parce que ça te permet souvent de gagner bien ta vie à cause des pourboires, et parallèlement, ça te laisse des heures pour pratiquer ton art. Donc, pour moi, ça a été toujours deux univers qui ont travaillé en parallèle. Mais même jeune, est-ce que, au-delà de la créativité, est-ce que tu te retrouvais souvent dans la cuisine pour préparer des mets à tes parents ou à ta famille, par exemple? Écoute, je dirais que ça a commencé d'une façon plutôt étrange, mais en même temps, je dirais sur le long terme, très agréable. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu à peu près 12 ans, mes parents sont divorcés. Et puis, je pense comme beaucoup d'hommes de l'époque, mon père s'est ramassé à nous avoir une fois de temps en temps. C'était des gardes partagées assez courtes, si je me souviens bien à l'époque. C'était, tu sais, genre un week-end sur 2. Mais donc, il ne savait pas trop quoi faire avec nous autres. Moi, j'étais le plus vieux de la gang. Et lui, s'était découvert une passion pour la cuisine italienne. Et donc, je pense que la façon qu'il a trouvé de passer du temps avec moi à cette époque-là, c'était un peu de me partager cette passion-là qui était la cuisine. Donc, premièrement, moi, ça m'a fait un moment que je passais avec mon père. Mais ça a aussi, surtout, démystifier la cuisine. Parce que je pense que ce qui arrive pour beaucoup de gens, c'est que la cuisine leur semble comme quelque chose d'extrêmement complexe, de mystérieux. Et quand on réussit à démystifier ça jeune, ça nous donne confiance pour le futur. Mais le côté rebelle en toi, oui. Bon, on l'a vu dans la musique, oui. Mais dans les années 2010, avec l'émission de cuisine, entre autres, Cuisine Rebelle, avec les livres de recettes, tout ça,
c'est venu où? Écoute, le rebelle, il est relié vraiment à la personne que je suis, dans le sens que, premièrement, j'ai quitté l'école très tôt. Moi, j'ai quitté en secondaire 3. Je suis retourné plus tard finir mon secondaire à l'éducation aux adultes. Mais moi, en secondaire 3, je me suis rebellé, si on veut, sur le système éducatif de la façon qu'il est maintenant. Pas parce que je n'étais pas un gars intelligent, mais parce que je ne capitalisais pas du tout sur la façon que la matière est enseignée dans les écoles standards. Donc, moi, j'avais beaucoup trop d'énergie à 15 ans pour être assis sur une chaise pendant 8 heures et être juste en mode réceptif. J'avais besoin d'être stimulé, j'avais besoin, moi, de participer à cette démarche-là. Donc, ça a été, je dirais, mon premier gros moment de rébellion, si on veut, de faire ce départ-là, parce que chez mes parents, naturellement, c'était... je dirais pas une déception plus qu'une frustration, mais en même temps, eux m'avaient fait un estimatum qui était du genre, ben, si tu veux pas aller à l'école, il va falloir que tu travailles. Fait que moi, automatiquement, tout de suite, je suis allé sur le milieu du travail, je me suis trouvé un appart et je trouvais ça beaucoup plus stimulant pour moi. Bon, juste pour faire une comparaison avec les jeunes d'aujourd'hui, je trouve qu'ils sont très chanceux aujourd'hui d'avoir des médiums comme YouTube ou des trucs comme ça qui te Pour se permettent... faire valoir, se montrer. Ben, tu sais, puis aussi pour apprendre, parce que Apprendre, moi, ouais. je le vois plus tard, j'ai appris beaucoup de domaines, dont on en a parlé brièvement tantôt, mais de la photographie ou de la mécanique via YouTube, où là, justement, tu peux aller chercher de l'information et la mettre en pratique tout de suite, ou même en même temps que tu regardes ton vidéo, ce qui, je pense, devrait être la façon d'éduquer où les étudiants sont plus interpellés de façon régulière dans la matière. Et d'ailleurs, triste chose à dire, qu'on retrouve un peu dans les écoles privées ou les écoles qui ont un peu plus de budget, où ils sont capables de développer des formats d'éducation un peu différents, mais que dès que tu tombes dans des écoles où il y a moins d'argent, ben, on est dans les classiques standards, puis ça ne fonctionnait pas pour moi. Donc, le rebelle est parti là. Le Rebelle est parti là, puis là, on saute quelques étapes pour arriver au resto, Rebelle Resto, Ouais. à Saint-Lazare. J'ai cru comprendre que ça avait été animé par le désir de toi et ta conjointe dans le fond, de créer le resto que tu aurais bien aimé ou que tu aurais bien aimé manger. Oui. C'était, je dirais, deux éléments importants. Premièrement, le feeling d'être un peu tanné de pas me réinventer toujours, mais de me re-questionner sur qu'est-ce qui allait être ma prochaine année. Étant travailleur autonome depuis toujours, tu le sais, c'est un métier extrêmement incertain. Tu sais rarement ce qu'il y a en avant de toi. Et là, j'arrivais de 2 ans de food truck où arrivait l'automne, il fallait que je range le food truck pendant tout l'hiver. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire pendant ces mois-là? Et j'étais un peu essoufflé. J'avais le goût de me poser les pieds dans quelque chose, un projet qui pourrait peut-être tenir sur 10 ou 15 ans. Et donc, parallèlement de ça, avec le food truck, j'avais reconnecté avec cette passion-là de cuisiner pour les gens versus la télévision ou les livres. Et donc, comme tu dis, nous, on était résidents de Saint-Lazare depuis déjà 6 ans à ce moment-là, moi et ma femme et mes 3 enfants. Et j'adore Saint-Lazare, mais pour moi, il a toujours manqué un élément et c'était ça. Je trouvais qu'il me manquait un restaurant d'adultes, si on veut, une place où tu peux aller en couple et passer une belle soirée avec conjoint, conjointe ou amis, où tu as des discussions animées, où tu bois des bons vins, où tu vas être sûr que les produits vont être de qualité, où il va y avoir un service, si on veut, un peu à l'ancienne, donc avec toute l'étiquette qui va alentour d'un service de bon bistrot. Des choses qui m'avaient marqué dans mes 10 ans de restauration à Montréal, l'époque où je travaillais à l'Express ou à la Luna ou à la Moulerie, tous ces bons restaurants-là qu'il y avait à Montréal, il me manquait cet élément-là pour faire que mon Saint-Lazare était complet. Et donc, j'hésitais, par exemple, parce que, ayant travaillé en restauration pendant si longtemps, je savais ce que ça demande d'avoir un restaurant. C'est du 7 jours sur 7. Surtout si ça avait été à Montréal, ça demande énormément de temps loin de ta famille, mais le fait que j'ai réussi à trouver ce local-là, qui est à 4 minutes de chez nous, m'a vraiment permis de garder ma famille très
proche de moi. Quand je prends des pauses dans la journée, je peux tout de suite être avec la famille. Même, on parlait de nos enfants tantôt. Mes 2 filles ont travaillé au restaurant parce que c'était pratique pour eux autres après l'école. Donc, Tu as besoin de cet oui, équilibre-là aussi oui, là, dans ta exactement. vie, là. Pour moi, c'était fondamental que si j'étais pour m'embarquer dans un univers comme ça, qui me demandait autant de temps, il fallait que je trouve moyen que le contact familial reste là. Donc, comme je dis à beaucoup de mes clients, on a créé ce restaurant-là pour moi et ma femme, mais on le partage avec vous, on le partage avec les clients, puis on va être là tant qu'eux vont être là. Après quelques années d'existence, il y a un roulement qui est là, une aisance, tout ça. Mais moi, je suis curieux, Antoine, est-ce que tu te rappelles du jour 1? Tu sais, quand on ouvre un restaurant, on essaie des trucs. Comment ça se passe? Parce que là, tout est nouveau. Écoute, pour moi, ça a été tellement particulier, je dirais, ces dernières semaines-là, si on veut, les 2, 3 avant et le début, parce qu'il m'est arrivé un gros accident pendant les rénovations du restaurant. Moi, je suis un gars qui bricole, qui fait beaucoup de choses de ses mains. Et naturellement, j'étais impliqué dans toute la rénovation. Et j'ai eu un accident à la main qui s'est fait écraser dans une machine qu'on utilise, on appelle ça un laminoir. C'est dans lequel tu mets des pâtes et ça sort tout écrasé. Mais là, c'est ma main qui est rentrée là, qui est sortie tout écrasée. Puis ça, c'était 2 semaines avant l'ouverture. Donc, je me suis ramassé, j'ai failli perdre ma main. Les 72 premières heures, je ne savais pas si enlever ma main. Alors, ça a été vraiment extrêmement rocambolesque. 2 semaines avant 2 l'ouverture? semaines avant l'ouverture, oui. Et puis là, on s'entend qu'on était dans ce qu'on appelle en anglais le crunch time du resto. Donc, ça a été très challenging. J'étais hautement médicamenté en plus pendant cette période-là. Pendant les 6 mois d'après, il fallait que je garde mon coude au-dessus de mon cœur à cause de la circulation sanguine. Ça me donnait une pause de restaurateur assez étonnante, si vous voyez ça à la caméra. Donc, j'ai été 6 mois comme ça, la main en l'air. Donc, ça a été un challenge, mais ce qui m'a aidé à passer à travers tout ça, au-delà des médicaments, naturellement, c'est qu'on a eu vraiment une belle ouverture. Tu t'en rappelles, là? Oui, vraiment. On était plein, premièrement, et ça a vraiment explosé, je pense, pour 2 raisons très importantes. Premièrement, parce qu'on sortait de la pandémie. On était à peine 1 mois et demi après la fin des Confinement. Exactement. Donc, je pense que les gens bouillaient à l'intérieur de revoir d'autres êtres humains, d'être dans un univers en contact où il y avait de l'électricité. Donc, ça, c'est un facteur important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi à Saint-Lazare et dans l'ouest de l'île qui attendaient vraiment depuis longtemps ce type de restaurant-là. Pas une grande chaîne, un restaurant plus avec un feeling de restaurant de quartier, avec une ambiance urbaine un peu montréalaise. Donc, il y avait vraiment ces 2 éléments-là qui ont été très, très bons pour nous les 2 premières années. Mais tu sais, tu disais au début, ça se simplifie avec le temps, tu sais, maintenant, au bout de 3 ans, mais... C'est pas le cas, non? Moi, je dirais pas ça. Surtout pas cette année. Ça a été une année très difficile pour nous et je pense pour beaucoup d'entrepreneurs. Tu sais, depuis avril, depuis que Trump, entre autres, a commencé un peu à jouer avec l'économie mondiale, si on veut. Fait que vous ressentez les effets depuis déjà avril 2025. Oui, absolument. Ça a été une année très difficile pour moi au niveau de tout ce qui s'est passé. Oui, définitivement, on le sent chez les gens. Tu sais, quand on regarde les statistiques, maintenant, les programmes informatiques nous permettent de garder un bel œil sur les statistiques. Tu le vois par rapport aux habitudes des gens de consommation, qu'est-ce qu'ils dépensent par soir, et on voit vraiment des changements dans les habitudes des consommateurs. Et tu sens ce feeling-là que les gens ont un peu un feeling d'incertitude par rapport à leur situation financière, leur situation économique. Donc, cette année, on a senti beaucoup ça. Et naturellement, le bien apporte le bien dans le sens que depuis que quand j'ai ouvert, j'étais toute seule de ma gang. J'étais le premier restaurant, je pense. Depuis ce temps-là, il y a d'autres investisseurs, si on veut, qui ont vu qu'il y avait un besoin à Saint-Lazare. Donc, je ne suis plus toute seule de ma gang maintenant. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça a un impact naturellement quand vient le temps de parler des chiffres. Tu as comme montré que ça pouvait être viable. Là. Oui, ça, la chose. Exactement. Mais, donc, ça a un désavantage et un avantage, dans le sens que c'est bien pour Saint-Lazare et tout ça, mais comme on reste quand même une petite communauté, bien là, d'être 3, 4, si on veut, dans le même univers,
ça crée un petit peu plus de... Ça dilue la demande, quoi. Développement Vaudreuil-Soulanges a créé ce projet-là, entre autres, Antoine, pour parler des enjeux de mobilité. Là, on a parlé quand même, il y a des enjeux économiques aussi. Est-ce que toi, tu as ressenti aussi les effets autres? Ben, tu sais, tout est dans tout, là. Mais par exemple, quand un pont ferme, pour reprendre cet exemple-là, est-ce que vous ressentez ces effets-là? Absolument. C'est sûr, puis je dirais, je peux pas parler pour tout le monde naturellement, mais c'est sûr que pour moi, et à cause de mon parcours, le fait que tu sais, j'ai eu des livres, que j'ai eu des émissions de télé, ma clientèle n'est pas juste locale. J'ai des gens qui me connaissent d'un peu partout au niveau de la région et donc naturellement, l'autre côté du pont. Et la seconde que le pont est fermé, ben moi, cette clientèle-là, je la perds ou elle va ailleurs temporairement le temps que ça se règle. Est-ce que comment dire, la question est devenue importante au point peut-être qu'on se dit, ben, je devrais traverser le pont puis repartir mon restaurant à Montréal jusqu'à là? Ben, Ou... pas pour moi, parce que, comme je te disais, dans mes éléments fondamentaux de l'ouverture de ce restaurant-là, c'était que ça priorise quand même ma vie familiale. Donc, pour moi, d'aller plus loin de chez moi ferait un non-sens. Ça serait soit le restaurant n'existerait plus, je ferais d'autres choses, mais je n'irais pas ouvrir un restaurant plus loin de chez moi. Mon désir d'ouvrir un restaurant ne vient pas de là, tu sais. Il ne vient pas du désir d'ouvrir un restaurant à tout prix. C'était vraiment de combler un besoin à Saint-Lazare, de me créer un emploi, moi, d'avoir un endroit où j'ai le goût d'aller travailler pour les 10-15 prochaines années. C'était pas un but de comment qu'on fait le plus d'argent. C'était vraiment pas ça, la philosophie en arrière. Tu sais, j'ai 53 ans, dans le sens où je te dis pas que j'ai pas besoin de payer mes comptes. Mais le but avec le restaurant, c'était pas de m'acheter une nouvelle Lamborghini, tu sais. Je chauffe un Grand Caravane 2010, puis ça fait job dans le sens que je voulais juste créer un endroit à Saint-Lazare où les gens allaient être fiers d'aller, contents d'aller, puis qu'on allait avoir des bons commentaires sur ce qu'on fait. Mais c'est sûr que c'est difficile quand on arrive dans des périodes comme en ce moment, comme je te dis, avec le pont, avec les tarifs, avec la situation économique. Puis en plus, janvier, février, qui sont des mois en restauration où naturellement les gens ont dépensé pour Noël, fait que là, ils font attention. C'est des périodes où là, tu regardes ta marge de crédit, tu sais, puis ta marge d'opération qui est à côté, c'est inquiétant. Puis c'est dans ces moments-là que c'est moins le fun quand tu te demandes si tu vas être capable de survivre, tu sais. Puis si on regarde les statistiques au Canada, dans l'univers de la restauration, il y a eu énormément de faillite de restaurant au restaurant. On parle de marge de à peine 3,5 %. Ça, c'est tu fais 1 million de ventes, puis c'est 35 000 $. Là. Fait que c'est clair que c'est pas un univers, la restauration, que tu fais pour te rendre riche. Il faut qu'il y ait une passion en arrière. Mais au-delà de te rendre riche, tu veux garder le restaurant ouvert. Faut qu'il y ait une passion en arrière et le désir, comme toi, de créer aussi en même temps, parce que oui, c'est sûr que ça répond à un besoin fondamental. C'est clair. Puis, tu sais, une fois que tu as créé un univers comme ce qu'on a fait avec le bistrot, ça devient un lieu où il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent se passer. Tu sais, on a commencé un club des vins où on a des soirées spéciales, on a des importateurs qui viennent. On avait un producteur de l'Espagne qui était là il y a quelques semaines, qui est venu nous parler puis nous faire déguster ses produits. Moi, j'ai un background musical. Éventuellement, j'aimerais ça peut-être avoir des chums musiciens qui viendraient faire des performances. Donc, il y a tellement de possibilités de créer des événements après ça alentour de l'univers de la bouffe. Mais naturellement, il faut rester ouvert pour pouvoir faire tout ça. Et je mets entre tes mains, dont ta main gauche qui est guérie, on peut dire ça? Je dirais à 80 %. Okay. Écoute, ils ont fait du bricolage 3 fois dedans. Il y a des plaques de métal, des vis, des tendons attachés à des doigts qui n'est pas supposé avoir de tendons là. Mais on pourrait dire qu'elle fonctionne à 80 %. D'ailleurs, comme musicien, ça a dû... Bien, pour moi, c'est oui. Et pour musicien, comme cook aussi, parce que moi, je suis gaucher déjà à la base. Et c'est ma main gauche qui a eu cet accident-là. Donc, oui, autant mon couteau de chef que mon pic de guitare, ça demande une rééducation complète. Et même après cette rééducation-là, il y a beaucoup de mouvements, de dextérité que je suis plus capable de faire comme je le faisais avant, c'est sûr. Bon, ben, dans ce cas-ci, je vais déposer dans ta main droite la baguette magique de XYZ magicien qui te permet
d'exaucer quelque vœu que ce soit par rapport aux enjeux que tu vis, notamment les enjeux de mobilité. Là. Est-ce que tu t'ouvres un nouveau pont, genre, ou qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse créer les conditions extérieures propices à ce que ton restaurant fonctionne bien? Là? Hey, wow, tu me donnes des baguettes, c'est fantastique, ça. Ouais. J'ai le droit de combien de vœux sur cette baguette? Ouais, Écoute, c'est sûr que moi, demain matin, les choses que j'aurais aimé ou que j'aimerais le plus, j'aimerais avoir que le REM soit aussi se rendre jusque dans l'ouest de l'île de notre côté du pont. Ça, c'est sûr. Et même qu'il y ait un arrêt à Saint-Lazare sur le REM. J'aimerais naturellement qu'il y ait un pont qui soit terminé avec assez de voies pour une fluidité en tout temps. Et j'aimerais un canal qui nous permet de se mettre en contact avec les locaux. C'est sûr qu'il y a toujours, comme un podcast comme aujourd'hui ou Facebook, mais tu n'es jamais capable de... Tu sais, moi, je vis la réalité que à Saint-Lazare, il y a encore vraiment beaucoup de gens qui ne savent pas que j'existe. Point à la ligne. Tu sais, puis l'époque où il y avait des journaux, un journal que les gens recevaient tous les jours et étaient abonnés au journal ou regardaient les nouvelles, où il y avait quand même des outils publicitaires qui ne te garantissaient pas, mais qui étaient presque une façon assurée que ta communauté locale soit au courant que tu sois là. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc ça, je trouve que c'est difficile de trouver moyen d'avoir des canaux d'exposition qui vont vraiment te permettre d'avoir, pour utiliser un terme anglais, un reach complet de ta communauté. Mais cette communauté locale-là, mettons, elle est assise ici, dans les estrades. Là, on a des gros estrades. Là, tu leur dis quoi pour les inviter à ton restaurant? Bien, moi, je leur dis, si vous êtes passionné de bons moments entre amis, de bonne bouffe, de bons vins, si vous avez envie d'un moment convivial, sympathique, si vous avez envie d'être traité aux petits oignons, vous vous sentir comme la royauté, bien, venez nous voir au Rebelle. On va s'occuper de vous autres. Vous allez passer une merveilleuse soirée. Vous allez être heureux. Vous allez retourner à la maison après un moment de bonheur. C'est ça que je leur dirais. Invitant, ça. Bien, en tout cas, moi, ça me donne le goût d'y aller. Le produit le plus surprenant que vous avez dans votre... dans notre arsenal? Dans votre arsenal, oui. Écoute, je dirais qu'une chose que les gens peut-être sont moins au courant, c'est que les gens, parce qu'on a mis le terme bistrot, tu sais, c'est Rebelle Bistrot, mais notre cuisine n'est pas seulement cuisine française, parce que un aspect du cuisinier rebelle, c'est tous les voyages que j'ai faits à travers mes émissions pour aller découvrir de nouveaux produits. Oui, et de la cuisine locale d'ailleurs. Donc, tu sais, tu vas toujours... j'essaie toujours... Oui, on garde des grands classiques français, que ce soit les tartares ou une bonne bavette, mais j'adore faire voyager les gens à travers la cuisine. Et puis, ces aventures-là, que ce soit en Argentine, que ce soit au Portugal, que ce soit en Irlande, tous des endroits où j'ai allé, j'essaye de voir comment je peux intégrer des éléments de ces cuisines-là ou amener des plats traditionnels, classiques et les faire goûter aux gens localement, mais toujours, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de ne pas faire des versions américanisées de ces plats-là. C'est au contraire... Après un mariage avec les produits locaux. Oui, et de m'assurer aussi que l'essence de ce qui fait ce plat-là excellent. Et là, pour moi, un exemple parfait, c'est la paella, tu sais, qui est un plat magnifique, mais que je trouve qu'en Amérique du Nord, très souvent, c'est un plat qui est complètement bafoué. Et pour moi, c'est un plat que, quand je le fais, je vais vraiment suivre les techniques traditionnelles d'une paella valencienne pour arriver vraiment à un résultat qui va être hors du commun, tu sais. Donc, tu en sers des paellas? J'en fais des fois. Je vais en faire cet été en événement parce que c'est vraiment ce type de plat-là. C'est un plat je trouve qui n'est pas un plat idéal à faire en plat unique. C'est plutôt à faire pour une soirée thématique. Donc, oui, définitivement, cet été, j'ai l'intention de nous faire une belle paella valencienne, probablement dehors, à l'extérieur, au restaurant, ouais.
Avec peut-être quelques musiciens qui viendront nous Pourquoi pas? égayer. Pourquoi pas? Moi, je trouve que la musique et la bouffe, c'est vraiment les deux éléments qui rendent les gens plus heureux et qui stimulent la communication et l'échange. C'est pour ça que dans mes émissions de voyage, Le Cuisinier Rebelle prend l'air, j'avais tellement de facilité à pouvoir aller chercher un peu de l'authentique. C'était parce que mes rencontres étaient soit reliées à la musique ou reliées à la bouffe. Donc, dès que tu viens toucher à ces fibres-là chez les gens, ils ont le goût de t'en parler. Il y a comme un amour en arrière qui rend la communication très facile. Est-ce que ça te manque, les voyages de ce genre? Ou est-ce que tu en fais encore? Ben non, j'en fais plus en ce moment. Est-ce que ça me manque? Je dirais que oui. Tu sais, il y a un plaisir de découverte qui ne s'atténuera jamais chez moi. Et la découverte qui me plaît le plus, c'est la découverte des cultures. Mais on dirait que je suis dans une période de ma vie où de partir loin de mes enfants, de ma femme, en ce moment, c'est comme pas ça dans mes priorités, tu sais. Fait que je me sentirais, je ne sais pas si j'aurais autant de facilité à m'oublier dans ce voyage-là. Parce que je pense que pour absorber tout ça, il faut que tu sois capable vraiment de t'imprégner du moment et de la culture locale. Et je pense qu'en ce moment, je suis plus en mode pas papa poule, mais plutôt, tu sais, mon petit nid, je m'assure que mes filles sont dans des périodes où transition d'ado à adulte, je veux que ça se fasse bien, je veux qu'ils soient heureuses dans leur vie. Donc, je suis plus dans une autre phase, mais probablement quand mes enfants vont être grands, je ne serais pas surpris d'avoir un retour à cette passion-là, ouais. On pourrait dire que le rebelle, ça s'agit. J'aime pas ça. Je sais ce que tu veux dire, puis je veux pas l'assumer. Ah ouais. Tu sais, je veux pas l'assumer, mais oui, c'est sûr qu'il y a... Tes bras non plus ne veulent pas l'assumer. Non, mais c'est ça. Mais je suis... écoute, il y a des bouts de moi qui s'assagissent, c'est sûr, mais je me dis, je me suis fait tatouer les fesses l'année passée, fait que je suis pas si sage que ça. C'est vrai, ça? Ben oui. Intégral. Ouais. OK. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, je balance. Je regarde plus les nouvelles, mais je me suis fait tatouer les fesses. OK. On ne montrera pas de Ouais. une preuve, mais... Une petite photo Facebook, ça ferait bon. Une chose, mais là, je pense qu'on vient de la dire, qu'on ne soupçonne pas de vous, à part le tatou sur les fesses. Écoute, je pense que une chose que les gens soupçonnent pas, souvent les gens sont surpris que je leur dis justement que je suis père de famille de 3 enfants et que je suis très impliqué dans l'éducation de mes enfants et que... Les gens sont surpris de ça? Je sais pas, je dirais pas que tout le monde. Les gens qui me connaissent bien ne le sont pas parce qu'ils savent que j'ai peut-être une enveloppe un peu rocker, mais que je suis quand même mou comme une... j'ai un cœur mou. Donc, je pense que les gens qui me connaissent bien savent très bien que je suis un émotif et puis que je suis tendre, mais j'ai vraiment un côté... papa colleux, aimant. Et peut-être si on fait un peu de thérapie ici, peut-être un peu je dirais, en retour de balancier d'une époque où les parents, surtout les mâles de l'époque, étaient moins... Moi, je sais que mon père m'aime, mais sa génération à lui, les boomers... Ça le disait moins. Oui, c'était pas des mâles qui étaient très affectueux au niveau, que ça soit physique ou verbal. C'était plus dans leurs actions, tu sais. Mon père, s'il lui répondait, il dirait probablement, tu sais, je suis allé voir tous ces spectacles, puis, tu sais, dans le sens qu'il a toujours fait ce qu'il faut faire comme père, mais ça n'a pas été quelqu'un qui a été, tu sais, où on a eu des moments à se parler de ce qu'on vivait en dedans, tu sais, des câlins, des je t'aime. C'était pas cette génération-là. C'est un amour de tête, là. Oui, exactement, tu sais. Tandis que moi, je suis plus... je dirais, affectif. Tu sais, j'aime montrer des vrais signes d'affection, que ce soit des mots doux, des mots gentils, ou des câlins. Je veux que mes enfants sachent que je les aime sans questionnement. Tu sais, parce que moi, je dirais que oui, lui, il le savait peut-être à son époque, mais dans ma tête,
à moi, c'était pas aussi clair. Mm-hmm. Aujourd'hui, je suis capable d'avoir un regard d'adulte puis regarder en arrière et dire « Ah oui, ces choses-là qu'il faisait, c'était sa façon de me montrer qu'il m'aimait. Mm-hmm. » Mais à ces moments-là, j'aurais aimé probablement qu'il y ait eu un peu plus de preuves d'amour classiques, si on veut. Mais on dit ce qu'on n'a pas reçu étant enfant, mais on le porte en nous Ouais. étant adulte. C'est Ouais. beau, la vie. Ben, Donc, tu sais, c'est le père que tu es. mais je suis content que ça soit ça parce que moi, c'était une peur que j'avais, tu sais, parce que quand j'ai eu mes deux premiers enfants, c'était mes 2 filles. Et puis, j'avais une super belle relation avec eux. Puis là, on se disait, bon, les filles à papa, tout le monde disait les filles à papa, tu sais, c'est normal, t'aimes tes filles, c'était bon. Puis après ça, ma blonde voulait qu'on ait un troisième enfant. Puis moi, j'avais un peu peur. Je me disais, tout d'un coup, c'est un gars, tu sais. Tout d'un coup, c'est un gars, puis je reproduis ce que mon père a reproduit avec moi. Tu sais, j'avais un peu cette peur-là que ça soit une genre de dynamique. Je me disais, c'est peut-être ça, la dynamique des gars, tu sais, un peu genre macho, je sais pas quoi. Et puis, ben, étrangement, ça n'a pas été ça du tout. Au contraire, mon gars puis moi, on peut pas être plus colleux, puis on est, tu sais, de même. Fait que... Et tu lui dis que tu l'aimes. Ouais. Puis ça c'est pas du tout la même dynamique. Donc, comme tu dis, je pense que ce que tu as à l'intérieur de toi, quand justement tu veux pas reproduire quelque chose ou une dynamique, tu as le contrôle là-dessus, c'est sûr. En regardant un peu dans le rétroviseur avec toute l'expérience, les multiples expériences que tu as vécues, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui à 53 ans? Hey, c'est dur à dire, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille dans mes périodes sombres, quand j'ai tendance à aller régulièrement en thérapie, moi, pour me rééquilibrer un peu. Et puis, j'ai de la misère à m'asseoir sur des succès, tu sais. J'ai comme une fragilité qui fait que on dirait que c'est les échecs ou les mauvaises critiques ou on dirait que c'est souvent ces trucs-là qui m'accrochent, tu sais, qui me traînent après, tu sais. Parce que c'est sûr qu'en rétrospective, quand quelqu'un regarde mon parcours puis dit « Ah, en 1999, tu sais, ton groupe, vous avez gagné Juno, le groupe de l'année au Canada, tu sais. » Je suis comme « Ah ouais, c'est vrai, tu sais, on a fait ça. » Puis c'est sûr, quand je m'attarde à ça, je suis comme « Ah ouais, ça, c'était big. » Tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, quand tu as fait Star Academy 2003, c'est le 2e album le plus vendu dans l'histoire de la musique au Québec après l'album 2 de Céline Dion. Tu sais, je suis comme « Ah ouais, c'est vrai, 8 Félix cette année-là. » Mais ça me reste jamais dans la tête, ces affaires-là. Tu sais. C'est pas du tout, j'ai pas du tout, ça m'a pas créé des ancrages ou des, tu sais, mon premier livre de cuisine, on a gagné 2 prix culinaires pour ça. On a vendu au-dessus de 75 000 exemplaires de mon premier livre. Tu sais, je suis pas capable de prendre ces affaires-là puis m'en faire des piliers. Tu sais, fait que, oui, je suis fier en rétrospective, mais c'est pas du tout quelque chose qui me garde à flotte. Tu sais, c'est un combat constant avec moi-même de rester, comment je pourrais dire, optimiste de ce qui est en avant. Tu sais, je me garde pas up avec ce qui est en arrière. Ce que je devrais, tu sais, mais... Bon, on a les succès professionnels. Ouais. On a aussi 3 enfants derrière. C'est ça, tu sais, puis il y a toutes sortes d'affaires, hein, tu sais. J'ai un père, moi, qui est encore très, très... qui a beaucoup de succès, tu sais. Gilbert Sicotte, c'est comme un mastodonte dans l'univers du star system québécois. Tu sais. Moi-même, que pendant des années, toute ma période en musique, j'utilisais même pas mon nom de famille. Tu l'as dissocié de je voulais surtout pas que les gens disent « Ah, il y a du succès parce que c'est le fils à Sicotte. » Tu sais. Je voulais vraiment faire mes preuves par moi-même. Fait que, tu sais, il y a toujours ça, ce feeling-là de vouloir se prouver. Puis on dirait que pendant des années, c'était vouloir me prouver à mon père, probablement pour ces preuves d'amour-là qu'on parlait ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est probablement continuer de vouloir me prouver à moi-même tout le temps, tu sais. Est-ce que tu y arrives? Bien, encore une fois, il suffit j'y arrive, mais je reste quand même fragile. Tu comprends ce que je veux dire? Ça prend
c'est sûr que, tu sais, mettons, si je parle de mes livres, tu sais, j'ai sorti 7 livres dans les derniers 12 ans, dont un qui s'appelait Papa Popote, tu sais, qui, moi, était un livre très proche pour moi parce que c'était toutes des bouffes pour les pères de famille, mais les familles, mais plus cuisinées par un père, des recettes simples, aimées pour les enfants, puis tout ça. Puis moi, j'avais mis mon cœur et âme parce que j'ai 3 enfants, j'ai pris des recettes vraiment avec mes enfants. Puis ça a passé dans le beurre complet, tu sais. Fait que ça a fait mal, ça, tu sais. Tu te dis, oh, OK, tu sais, c'est pas un sure shot every time, tu sais. C'est pas garanti que les affaires vont se passer. Puis pourquoi? Peut-être que parce que ma clientèle avait l'habitude plus à des livres de barbecue, des trucs peut-être un peu plus mâles ou masculins, whatever la raison. Mais, tu sais, ça a fait mal. Donc, ça prend quand même du temps à ravaler ces pilules-là. Tu sais, j'écoutais une entrevue avec Christian Bégin qui disait que, tu sais, il a vécu la même affaire il n'y a pas si longtemps avec son one-man show où il s'est fait ramasser, tu sais. Je pense que n'importe quel créateur que tu as eu énormément de succès, ça ne change rien, tu sais. Et comme on dit, you're only good as your last gig, genre, là, tu sais, mais il y a beaucoup de ça, tu sais. À chaque moment, tu es tout le temps en train de te rebattre avec toi-même puis t'assurer d'avoir une valorisation parce que, encore une fois, tout ce qu'on fait en création, c'est pour aller chercher de l'amour. Tu sais, c'est pour... Moi, quand j'ai mes clients qui me disent « Wow, on a super bien mangé, c'était excellent », mais encore une fois, c'est une preuve d'amour que les autres m'envoient. Tu sais. Quand je faisais de la musique, c'est la même chose. Il y a tellement de parallèles dans ces deux univers-là, mais le fondement reste le même, c'est on veut de l'amour. Tu sais. Est-ce que tu arrives à t'en donner quand tu t'assois dans ton restaurant pour manger? Je dirais que par moment, oui, mais il reste encore une fois le côté un peu perfectionniste qui a de la misère à déconnecter. Tu sais. Aussi de dire, OK, juste breathe in, respire, puis enjoy the moment. Tu sais. C'est pas toujours facile parce que rapidement, tu tombes en mode... moi, j'ai quand même un côté un peu control freak aussi, contrôlant. Donc, pas contrôlant, mais qui veut être sûr que tout est comme c'est supposé être. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Ça peut devenir notre ennemi par moment. Antoine, tu es ancré dans notre région depuis 2017 déjà. Oui. Tes 3 coups de cœur de Vaudreuil-Soulanges, côté produits, services, partenaires d'affaires, ça serait lesquels? Ben, écoute, je dirais, moi, je suis une petite entreprise qui est sur la même rue que moi. Je dirais les Cheffettes, qui sont une petite épicerie qui cuisine des plats préparés. Propriétaire, c'est 2 filles, toute une gang de filles qui travaillent avec eux autres. Je trouve que c'est vraiment une belle petite entreprise locale, des plats de qualité, une belle option, des belles options. Ça, je dirais que c'est un endroit que j'aime beaucoup, définitivement, aller dans notre région. À part ça, écoute, j'ai eu ma période, tu sais, moi, je suis moto aussi. Et il y a une petite entreprise qui s'appelle La Shop, qui est une entreprise de réparation de motocyclettes pour modifier aussi des motos, des choses comme ça. Et puis, je sais que c'est pas une entreprise, mais je veux quand même en profiter parce qu'ils ont été tellement importants pour moi. C'est le DEV. Tu sais, c'est le développement économique Vaudreuil-Soulanges parce que ça a été un allié fondamental dans la création de mon entreprise. Autant d'un point de vue financier, mais que point de vue, oui, accompagnement opérationnel. Il y a plein de gens à l'intérieur de ça. Puis, juste pour en nommer une, Marie-Ève Ménard, qui a été avec moi depuis le début, qui m'a vraiment pris par la main et montré comment monter un plan d'affaires, le côté aussi vraiment prévision financière. Donc, toutes des choses que, oui, tu as bien beau être un beau créateur, mais devenir un entrepreneur, c'est une autre affaire.
Et puis, quand tu arrives à un certain âge, de retourner à l'école, c'est pas nécessairement l'option qui fait du sens. Et le dev a vraiment été, et sont encore d'ailleurs, pour moi, un partenaire fondamental et je trouve une ressource inégalée là, dans Vaudreuil-Soulanges. 3 beaux coups de cœur. Merci, Antoine. Ça m'a fait très plaisir. On est allé deep. Je pensais pas aller si profond aujourd'hui, mais tant mieux. On est allé jusque dans ta paire de fesses. Là, c'est ça. Je rappelle aux gens qui peuvent se rendre chez Rebelle Bistrot, qui est situé au 20, j'ai pas mes lunettes, mais c'est bien le 2023. 2027, Saint-Angélique. 2027, chemin Saint-Angélique, je l'ai dit, j'ai pas mes lunettes. Ouais. Qui est ouvert en soirée, sauf les jeudis, vendredis. Oui, exactement. Ouvert du mercredi au dimanche et pour le lunch, le jeudi, vendredi, naturellement réservé sur le site web au rebellebistro.com et naturellement nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Ça a été un grand plaisir, Antoine. Merci beaucoup, Patrick. Merci, puis très agréable. Bonne continuité dans tes passions. Bye-bye. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute de Voix Directe, une production de Développement Vaudreuil-Soulanges et des studios Big Green. Je vous invite à visiter le site directionvs.com pour découvrir les autres épisodes du balado qui mettent en vedette les entreprises et les entrepreneurs de notre région. Je m'appelle Patrick Richard et je vous dis à très bientôt.